Bonjour à tous. Dans cette 6e vidéo, nous allons traiter d'un des sujets les plus redoutables de la stratégie boursière. Je veux parler de la rotation sectorielle. Nous savons tous en quoi elle consiste. En revanche, il est plus difficile de savoir s'il faut y participer ou non, vu la difficulté de sa mise en œuvre, mais aussi des importants bénéfices que l'on peut en retirer en cas de succès. C'est donc de cela que nous allons débattre. Depuis la découverte d'un vaccin en novembre de l'année dernière, un thème fait florès en bourse: la rotation sectorielle. Elle consiste à quitter les valeurs de croissance pour se tourner vers les valeurs cycliques. Les valeurs de croissance, à force de monter depuis de nombreuses années, ont atteint des valorisations historiquement élevées, et les valeurs cycliques, délaissées depuis tout aussi longtemps, se tiennent à l'autre bout du spectre. La reprise économique en cours, et par conséquent celle du cycle, doit maintenant favoriser les valeurs cycliques, c'est-à-dire celles qui ont souffert de la récession provoquée par le confinement, et inversement, ce nouveau cycle doit défavoriser les valeurs de croissance. Ceci étant rappelé, se pose alors la question suivante: faut-il participer à la rotation sectorielle, oui ou non? Plusieurs approches s'offrent à nous. Il y en a une que j'aime bien. Elle consiste à traiter le sujet d'abord sous l'angle de l'idéal, puis ensuite du réalisable. Dans l'idéal, si la conjoncture doit se redresser, les valeurs cycliques en seront les premières bénéficiaires, et il serait logique d'en profiter. Cela est bien, mais pour l'instant, nous sommes tenus par le passé, par les valeurs de croissance que nous avons déjà en portefeuille. Alors nous devons nous demander s'il est pertinent de quitter les valeurs de qualité qui font la fortune de leurs actionnaires depuis des décennies pour se tourner vers des valeurs cycliques qui, à l'exception de périodes aussi fastes que brèves, ont sans doute répandu autour d'elles plus de pertes que de gains. Parmi les valeurs cycliques, pensons à ArcelorMittal, pensons au secteur bancaire, au secteur automobile, ce secteur qui frôle la faillite tous les 10 ans et qui est sauvé in extremis par l'intervention des pouvoirs publics. Mettez en face d'elle des valeurs connues de tout un chacun. Je veux parler de L'Oréal, d'Essilor, d'Air Liquide, de Linde, de Nestlé, de Téléperformance, de Dassault Systèmes et de beaucoup d'autres valeurs. Est-il vraiment judicieux d'échanger l'une de ces valeurs contre une valeur automobile pour une raison de valorisation? Et si survalorisation il y a, comment ce problème doit-il être résolu? Par la vente des valeurs de croissance ou en faisant preuve de patience? Puisque la bourse est un investissement à long terme, voilà une bonne occasion de s'en remettre à cette vérité. Au demeurant, quelles sont les motivations de ceux qui veulent y participer? Eh bien, elle est toujours la même, celle de gagner un maximum d'argent en voulant avoir à tout moment dans son portefeuille ce qui se fait de mieux. Cette haute ambition relève-t-elle de l'idéal ou du réalisable? Elle relève de l'idéal pour le commun des mortels et du réalisable pour les intelligences supérieures, seules capables d'accéder à l'idéal. Pourtant, renoncer à cette trop haute ambition est la seule concession à faire pour obtenir un succès boursier sérieux et durable. La rotation sectorielle peut encore être abordée sous l'angle du timing, autre difficulté dont il faut se méfier, car le risque est grand d'entrer trop tôt dans la danse et de quitter la salle de bal trop tard. On parle beaucoup de la rotation sectorielle, mais très peu des risques qui lui sont associés. Parmi ceux qui ont cédé à l'ère du temps, combien ont acheté trop tôt? Combien ont déjà perdu? En absolu ou relativement à la performance non démentie de bon nombre de valeurs de croissance? Combien vendront trop tard? L'avenir nous le dira. Cet avenir qui n'appartient à personne nous rappelle combien il faut d'années avant de pouvoir juger définitivement de la qualité d'une gestion. Pensons encore à la hausse des taux d'intérêt.
Combien de fois, depuis plus d'1 an, les signaux envoyés par les taux n'ont engendré que de faux départs? Mais, me direz-vous, le passé est le passé. Qu'en est-il de l'avenir? Puisque l'attention portée aux valeurs bancaires repose pour une large part sur la hausse des taux d'intérêt, l'avenir nous dira ce qu'il en est de leur véritable potentiel de hausse, compte tenu du fort endettement d'un grand nombre d'économies, ce qui conduit les banques centrales à des politiques très accommodantes. Cette hausse, ou encore d'autres éléments de soutien, sauront-ils transformer des valeurs structurellement cycliques en des valeurs de croissance taillées pour une hausse au long cours? C'est peu probable. Dans les faits, il est très difficile de transformer un business model cyclique en un business model de croissance. Mais cette transformation est-elle vraiment attendue? Non, pas du tout. De ces valeurs, on attend simplement qu'elles piquent un petit sprint, qu'elles déclenchent une phase d'accélération haussière, ces accélérations propres aux valeurs cycliques comme le montrent les graphiques sur 20 ou 30 ans, puis très rapidement, on prend ses bénéfices. À ce propos, il y a un constat qui mérite d'être relevé. Lorsque l'on voit sur ces graphiques cette succession de pics et de creux, on comprend que le succès de l'opération dépend entièrement de notre capacité à saisir le bon moment pour y entrer, puis, au moment crucial, à en ressortir. Maintenant, regardez les graphiques des valeurs de croissance. Ces valeurs n'attendent pas notre savoir pour nous faire gagner de l'argent. Tout se fait sans nous. En investissant dans ces valeurs de croissance, on achète du travail, de l'intelligence et de la performance. Ces sociétés font le travail à notre place. Charge à nous de reconnaître la force du business model d'une valeur de croissance comparativement à la grande précarité d'une valeur value qui, en réalité, est une valeur cyclique qui ne dit pas son nom. Maintenant, il nous faut répondre à la question posée en introduction. Quelle place la rotation sectorielle doit-elle occuper dans notre gestion? Tout est une question d'enjeu. Si vous êtes un particulier et si vous comptez acheter les valeurs cycliques avec votre argent de poche, avec l'argent qui finance vos loisirs, alors faites-vous plaisir. Si vous investissez en bourse pour votre retraite et pour laisser des biens à vos héritiers, alors l'enjeu est si grand que la question ne se pose même pas. Quant au professionnel, il pourra recourir aux valeurs cycliques dans le dessein de booster marginalement sa performance, car je ne l'imagine pas faire pivoter son fonds à 180 degrés pour convertir un fonds de croissance en un fonds cyclique. Alors à quoi bon? Ne méconnaissons pas non plus le fait que d'autres professionnels performent en restant fidèles aux valeurs de croissance qui font le succès de leur gestion depuis des décennies. Je vous remercie de votre écoute et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, de vous abonner. Dans la prochaine vidéo, je parlerai des valeurs de croissance. On en parle sans arrêt, mais sans aller vraiment au cœur du problème. J'expliquerai vraiment comment fonctionne un business model de valeurs de croissance et là on comprendra vraiment à fond et dans le détail pourquoi ces titres montent depuis des décennies. À bientôt.